Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 29 mai 2024. Aujourd'hui, je rencontre Sébastien Kopp qui est en Slovaquie. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, je te remercie. Alors, tu es où exactement en Slovaquie? Je suis à Bratislava même, hein, Donc, la capitale. donc la Si capitale, tu- le centre c'est économique. tout à fait, ouais. C'est à l'ouest de la Slovaquie. On est à la frontière autrichienne et hongroise, pratiquement. Et on est à 45 minutes de l'aéroport de Vienne, par l'autoroute, ce qui est assez pratique. 45 minutes en taxi ou en Non, transport en non, non, commun? enfin en voiture ou en taxi, ouais. Oh, non, non, en D'accord. voiture, par l'autoroute. Après, il y a des navettes entre le centre de Bratislava et l'aéroport de Vienne. Et l'aéroport de Vienne est assez important, donc il dessert pas mal de destinations, donc c'est très, très, très pratique de ce point de vue-là. Ok, super. Alors, bon, je te remercie d'avoir répondu à mon appel pour faire des portraits d'expatriés. Donc, on se connaît pas, on se rencontre. Ça me fait plaisir d'avoir des témoignages d'expatriés qui vivent en Europe. Donc, ma première question est assez classique. Pourquoi as-tu quitté la France et pourquoi vivre en Slovaquie? Alors au départ, ça n'a pas été un choix, c'est le destin qui m'a emmené ici. Moi, donc je suis un ingénieur, j'étais technico-commercial, ingénieur technico-commercial dans une boîte qui faisait de l'installation électrique en milieu industriel, un gros groupe français, et je travaillais du côté de Thionville-Nancy. Et l'été 2020, 2003, pardon, on a chiffré une affaire s'il s'agissait de construire l'usine Peugeot qui est à 60 km de Bratislava. Donc, et donc je suis parti donc à l'hiver 2003 pour pour participer à ce projet qui a duré 2 ans. Et en fait, quand je suis parti, je savais pas où était la Slovaquie, je savais pas de quoi il en retournait, je connaissais rien du pays. Et donc c'était juste sur un pari, grosso modo, mon chef m'a dit à l'été 2003, si tu as le chantier, si on a le chantier, est-ce que tu pars avec moi? J'ai dit oui. Et en novembre 2003, il m'a appelé, il dit bon bah tu te souviens de la promesse que tu as faite, on a le chantier, donc tu pars. Dimanche, tu prends l'avion et lundi, tu es à Bratislava. Et ça Ah, s'est aussi fait vite comme que ça ça? en quelques jours. Ouais. En Donc j'ai quelques rendu jours de mes. préavis. Ouais. Non, non, je suis resté donc salarié de. Je n'ai pas changé Oui, de enfin, contrat si tu veux, hein. de quelques jours pour te prévenir seulement, quoi. D'accord. Par contre, j'avais des affaires. Bon, j'étais chargé de. J'avais un gros client dans la région Lorraine. Et donc, il a fallu très rapidement rendre les affaires à un collègue et faire la passation de pouvoir en urgence. Et puis, je me suis retrouvé du jour au lendemain à Bratislava. Et je regrette pas. D'accord. À ce Donc, ça n'a pas été, si moment-là, tu veux, ça n'a pas été une volonté de ma part de m'expatrier. Ouais, j'y avais jamais pensé. d'accord, c'était pas une volonté, c'était proposé par l'entreprise, mais quand ça s'est J'avais pas concrétisé, 30 ans. La question s'était jamais posée. Je l'avais jamais envisagé. J'ai eu cette opportunité-là. Puis en plus, j'avais donné ma parole. Donc, ça paraissait quand même assez attrayant malgré tout de partir sur un gros projet. Je faisais plutôt du flow business, c'est-à-dire travailler sur des petites affaires dans l'industrie, en installation électrique. Et là, il s'agissait de construire une usine. Donc, il y avait un gros challenge. On était quand même monté à 50 expats au fort du projet. Donc, c'était une grosse machine. Donc, quelque chose de totalement différent pour moi. Euh, donc, un challenge professionnel, si tu veux. Donc, d'accord. Bon, il y a quand même c'était intéressant. donc c'est pas ce que tu as choisi, on te l'a proposé, mais il y a quand même, tu étais un petit peu excité de partir, relever le challenge, partir à l'aventure. Donc, Ah oui, tout à fait. Surtout ok, que je partais avec mon chef, avec une personne que j'appréciais, et puis qui m'a beaucoup appris, et donc qui était très humainement très intéressant. Et voilà, d'accord. Alors à 28 maintenant, ans, enfin à 28, 29 ans, c'était le bon choix, quoi. voilà. Et aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 50 ans. Je viens de passer 50 ans. D'accord. Donc, tu as vécu, on va dire, la moitié de ta vie presque en Slovaquie. Pratiquement, ouais, ouais. Ouais, 30 ans en France, grosso modo, 20 ans en Slovaquie. Voilà. J'ai fêté les 20 ans l'hiver dernier. Alors, qu'est-ce qui change entre la France et la Slovaquie pour, bon, non seulement au niveau des affaires, mais aussi la vie? Donc, qu'est-ce que tu observes depuis 20 ans? Ça a changé quand même malgré tout en 20 ans. Ça a beaucoup construit. Ils ont beaucoup
je dirais, les fruits de l'Union européenne, eux, ils les récoltent, puisqu'ils ne sont pas contributeurs. Donc, effectivement, avec les fonds européens, ça a construit partout. Ça a pas mal évolué. Euh, la Slovaquie, c'est pas mal en termes de sécurité. On s'y sent en sécurité. Il n'y a pas les phénomènes que nous rencontrons en France, de racailles, etc. Donc, c'est plutôt safe. On peut sortir sans souci, sans se poser de questions. On peut laisser les enfants aller en ville sans trop se poser de questions. C'est important. Donc, Bratislava, c'est une petite ville. Il faut savoir que la Slovaquie, c'est quand même un petit pays. C'est 5 millions d'habitants. C'est grosso modo 500 km sur 400. Donc, c'est assez petit. 5 millions d'habitants, 500 000 pour schématiser à Bratislava. Euh, qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Je dirais, il y a 20 ans, les filles étaient plus jolies. Et je dirais, le régime occidental de la malbouffe porte ses fruits et on voit beaucoup d'enfants obèses, surtout après le Covid. Les gamins sont beaucoup plus sédentaires. Mais c'est un phénomène que relève tout le monde, en fait. C'est marrant. Euh, donc il y a ça. Ce qui m'inquiète un petit peu pour l'avenir du pays, c'est toute cette nouvelle génération est assez sensible à la propagande, je dirais woke, euh, pseudo environnementale, tu vois. Ils sont assez sensibles à tout ça. Donc la nouvelle D'accord. génération, En Slovaquie il aussi. y a, ah bien sûr, et particulièrement dans la capitale. En fait, il y a deux Slovaquies. Il y a la Slovaquie de Bratislava et la Slovaquie de la campagne. Les gens en campagne sont beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus proches des réalités. Et en Slovaquie, qui est la capitale, comme dans toutes les capitales, je pense que c'est la même chose. Les gens sont perméables au discours Mondialistes, ils woke. sont voilà, ils suivent les tendances, un peu Voilà. comme, voilà, moi je suis en Asie, je compare à la Thaïlande. Les Français qui habitent à Pattaya, à Phuket, c'est pas les mêmes qui sont à Bangkok. À Bangkok, ils sont beaucoup plus progressistes, woke, urbains, bobos, etc. Donc Et ben j'imagine que c'est pas le racisme là-bas, oui. on a la même chose en Slovaquie. D'accord. Moi, Ce qui laisse, je t'en prie. ouais, donc, dans ma tête, la Slovaquie, bon, je sais que c'est l'Europe centrale, que c'est pas l'Europe de l'Est, mais bon, pour moi, j'ai l'impression que c'est une partie de l'Europe qui est préservée au niveau ethnique, au niveau tradition, au niveau tout. Et donc, j'ai l'impression que l'Europe de l'Est, elle est moins woke que l'Europe de l'Ouest. Et toi, tu me dis que quand même, bon, ça se détériore. Ça se détériore, ouais. Ouais. À Bratislava. La nouvelle génération, toutes ces nouvelles idéologies sont arrivées dans les écoles, forcément, et la nouvelle génération est pas imperméable à ça. Alors, ça arrive Donc, dans les écoles, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des lectures de drag queen dans les écoles comme en France? pas encore. On va pas exagérer non plus, mais pas encore. Pas Mais encore, mais il y a presque, il y des a le nouvelles, sujet. par exemple, il y a des nouvelles méthodes d'apprentissage à la con. Je parle des D'accord. mathématiques, par exemple. On vient avec des méthodes complètement délirantes pour apprendre aux enfants les mathématiques. Alors que donc moi, je suis rentré en conflit souvent avec les profs à cause de ça. Euh, je leur explique, je dis, écoutez, vous avez appris les mathématiques avec des anciennes méthodes? Oui. Vous savez compter? Oui. Alors pourquoi vous changez? Vous avez construit des ponts, vous avez construit c'est un pays nucléarisé, c'est-à-dire qu'il y a deux grosses centrales nucléaires. Vous avez construit des centrales nucléaires sans ordinateur. Oui. Les maths, la physique, ça fonctionnait donc. Oui. Alors pourquoi vous changez? Pourquoi vous utilisez les gamins comme des souris de laboratoire et, euh, et vous essayez sur eux des nouvelles méthodes? Pourquoi changer ce qui fonctionne? Donc, il y a au sein des écoles des profs qui sont woke. Elle, on la voit, ça doit être à moitié bobo, à moitié avec ses nouvelles méthodes. Donc, les gamins slovaques sont pas à l'abri de tout ça. Alors, quand Et tu prends. dans une génération, c'est eux qui seront aux manettes. Euh, on n'est pas à l'abri. Le communisme, c'est ce que tu semblais vouloir dire tout à l'heure, a servi de glacis, si tu veux, à toutes ces nouvelles idéologies. Mais aujourd'hui, le communisme, ça fait 30 ans bientôt qu'il est parti. Et donc, tout ça, ça infuse au travers de l'Union européenne, les nouvelles normes sociales, etc., sociétales. Tout ça s'infuse au fur et à mesure. Et dans ces pays d'Europe centrale, ils sont pas à l'abri. Ça, c'est clair, hein, D'accord. Bonne nouvelle mon avis, méthode hein. dans les écoles. Donc, tu me dis, bon, si c'est pas des lectures de drag queen, c'est du nivellement par le bas, c'est de la volonté de faire de l'exclusivité,
de faire comme en France, on veut donner le bac à tout le monde, c'est ça, c'est le niveau qui diminue et on veut pas Ouais, vexer les enfants avec des notes, on veut pas être trop sévère, c'est ça que tu veux dire? il y a ça, ouais. Mais même le LGBT, ça arrive. Alors, on n'est pas dans des Ah, ça extrêmes en de les parle drag aussi. queens parce que D'accord. oui, oui, tout à fait. Je vous donne un exemple. Enfin, je te donne un exemple. Alors ça, c'est l'école française de Bratislava, hein. J'ai un pote qui a ses deux enfants. Moi, j'ai retiré les gamins de l'école française. Pour cette Parce que la raison? discipline là-bas, Hmm. non, pas pour cette raison-là, pour une autre raison, bah, pour des raisons de discipline. J'avais ma gamine, enfin la, la deuxième, qui était pas bien organisée. Donc, j'ai dit, putain, mais on essayait de suivre les devoirs et puis on voyait qu'elle n'était pas en capacité parce que manque d'organisation de suivre les devoirs. Je dis, c'est pas possible. Donc, je vais voir le prof. Je dis, ça te dérange pas que les gamins, que la gamine, elle arrive et une fois sur deux, les devoirs sont pas faits. Elle me dit, il y a 70% des gamins qui font pas leurs devoirs. Je suis pas là pour faire la police. Je dis, mais c'est ton job. C'est ton job, hein. Tu as un peu la mentalité, quoi. Donc, alors, ça encore, c'est pour ça que moi j'ai enlevé les gamins de l'école française parce que c'était pas assez strict. Mais aujourd'hui, à l'école française et à l'école française de Vienne, j'ai entendu dire, enfin, c'est pas sûr entendu dire, c'est un pote qui m'a remonté ça. C'est que les gamins, s'ils veulent, le vendredi, ils peuvent venir se déguiser en fille. C'est du vécu, hein. Il n'y a pas de souci, s'ils veulent pour s'amuser, ils peuvent venir pour initier les gamins, pour qu'ils aient l'esprit ouvert, etc. Et il a un de ces deux gamins qui a demandé à son père s'il pouvait. Mon pote, il a pété les plombs. Et donc on en est là, quoi. Je veux dire, c'est D'accord. assez grave, Et hein. C'est assez grave. comment tu vois l'avenir? Est-ce que le problème va se régler? Est-ce que ça va continuer? Moi, je pense aux Français qui nous regardent et qui ont envie de s'expatrier. Ils envisagent l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Qu'est-ce que tu leur dis? Venez, venez pas, venez, mais faites attention. Bah, s'ils veulent s'expatrier en Europe centrale pour des raisons, je dirais, où ils veulent préserver leurs enfants de ce genre de valeurs, à mon avis, c'est pas la bonne solution. C'est pas une société aujourd'hui, enfin à Bratislava du moins, où les valeurs traditionnelles seront sûrement préservées. Bah, j'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un risque de dérive, selon moi. Il y a un risque de dérive. Et Donc, toi, qu'est-ce que c'est pas, à tu... mon avis, l'Europe centrale, c'est pas l'endroit où on envoie ses enfants pour se dire, allez, ils seront préservés de toutes ces conneries-là. Ça, Non, c'est pas vrai. on les envoie où alors? Plutôt en Hongrie, en Pologne? Je pense que la Hongrie, c'est plus pertinent. Parce que je pense qu'Orban fait du bon boulot de ce côté-là, quoi. La Pologne, non, mais la Hongrie, oui. La Hongrie, oui, plutôt en Hongrie, en Europe centrale, ouais. Moi, enfin, le top de l'expatriation pour moi, mais il faut quand même. Parce que, attention, l'expatriation, c'est bien, mais faut réunir des conditions matérielles pour ça. Pas simple, hein. Le top, c'est la Russie. Parce que là, tu as une société vraiment traditionnelle. Hmm. Et pas délirante, mais vraiment, je dirais, je connais un petit peu, j'y vais de temps en temps. Euh, Là, tu as une vraie société traditionnelle, hein, et pour des bonnes raisons. D'accord. Et qu'est-ce que Voilà. tu penses de... Donc, le top pour toi, la Russie, la Hongrie, c'est pas mal, et le reste de l'Europe, la Roumanie, par exemple, c'est comment? Tu connais ou pas? La Roumanie, j'y suis allé une fois ou deux. Je peux pas donner d'avis. Je suis allé dans une petite ville, on avait fait un chantier là-bas. Voilà, je connais pas assez pour, euh, pour m'exprimer. D'accord. La Tchéquie, je pense que en termes de dérive néo-sociétale, la Tchéquie, c'est pire que la Slovaquie. Ah bon? Eux, ils commencent à cocher toutes les cases. Ah ouais, ouais. Ils sont beaucoup plus atteints que la Slovaquie. Je dirais qu'en Slovaquie, on a quand même une chance de pouvoir, euh, de pouvoir s'en sortir parce que c'est ce que je te disais, il y a quand même la Slovaquie des champs, on peut appeler ça comme ça, des petites villes, où les gens résistent à ça. Comme en France? Bon, les gens résistent à ça, ouais. Mais le problème, c'est que la capitale, non, c'est déjà contaminé et c'est là que vivront demain les élites slovaques, les élites entre guillemets. Donc, la Slovaquie des champs, elle a beau résister, mais c'est pas elle demain qui aura le pouvoir, quoi. D'accord.
Moi, je te parle de la Roumanie parce que tu sais il y a un influenceur, un idéologue qui habite, qui est expatrié et donc qui parle souvent de préservation de l'identité européenne. Donc, Daniel Conversano, donc je voulais savoir ce que tu en pensais. Il a raison ou pas? Est-ce qu'il y a une identité européenne qui est préservée en Roumanie, en Europe de l'Est? Est-ce que tu Déjà, t'identifies à ce discours? non, pas du tout. Déjà, le concept d'identité européenne, je rejette totalement, quoi. Les populations sont assez différentes. Euh, Moi, je suis français, je suis patriote français, et je rejette totalement l'idée d'identité européenne parce que ça sert les intérêts de l'Union européenne. Donc, je rejette déjà euh, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue, je dirais, politique, je rejette totalement cette idée-là parce que c'est le meilleur moyen d'emmener les patriotes, enfin les patriotes, c'est plus des patriotes d'ailleurs. Je dirais, on parle aujourd'hui d'identité européenne pour faire mec de droite et, euh, et pour faire passer la pilule de l'Union européenne. Moi, je reste français, je suis un patriote français et j'attends qu'une chose, c'est que l'Europe explose pour que la France retrouve sa souveraineté. Et tout discours qui empêche ça, pour moi, il faut éviter. C'est un piège, l'identité européenne. Déjà, ça n'existe pas. Euh, les Slovaques ont des cultures assez différentes, déjà une langue totalement différente, une mentalité totalement différente de la mentalité française. C'est des gens qui sont différents. C'est pas la même chose. Et puis après, vous n'allez pas me comparer des Italiens, des Espagnols avec des Scandinaves. Elle est où l'identité européenne là-dedans, quoi? Hein. Donc, et si on veut parler de l'identité éventuellement religieuse, tu as les protestants, les Ouais, c'est ce catholiques, que j'allais demander. on a des musulmans. Et c'est une réalité aujourd'hui. L'identité, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui, l'identité d'un pays, de la France, c'est quelque chose aussi qui est pas figé. Attends, on a des On n'est musulmans en pas France ou en là. Slovaquie, tu veux dire? Tu parles des musulmans slovaques ou français? Non, non, y a pas de, y a pas de musulmans en Slovaquie. Il doit y en avoir très très peu, quoi. Il y en a très peu. C'est vraiment peanuts, quoi. Non, je te parle quand on parle d'identité européenne. Donc, on veut raccrocher ça quelque part, souvent à la religion chrétienne, etc. Mais Ouais. Donc je vais pour toi, dire les musulmans, ils entre les font quand proté. même pleinement partie de l'identité française. On peut très bien être musulman et français, c'est ce que tu veux dire. C'est compatible. Je sais pas. C'est plus complexe que ça. Aujourd'hui, alors moi, c'est pas moi qu'on va dire qu'on va soupçonner d'être de gauche, quoi, hein. J'ai voté le Front National et je l'ai payé souvent. J'ai souvent payé, hein, parce que j'ai toujours revendiqué. Aujourd'hui, je vote plus RN, mais c'est pas à moi qu'on va reprocher d'avoir lutté contre l'immigration, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un fait. On a des millions de musulmans en France. Qu'est-ce qu'on fait? On les extermine? On les renvoie chez eux? Ils sont français. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le discours de Zemmour et le discours faussement dur de Le Pen, j'y crois pas une seconde, quoi. On Tu le fera parles jamais. discours Ce qu'il faut- identitaire, donc tu ne te vois pas dans le le discours discours identitaire. identitaire. D'accord. Non, parce que c'est pas fonctionnel. C'est pas fonctionnel. Quand Zemmour parle de remigration, il va remigrer quoi? Il va remigrer des Français. Et les mecs sont français. Moi, je pense qu'il faut sortir par le haut. Je suis tout à fait sur la ligne de Soral, n'en déplaise à certains. Il faut en sortir par le haut. Et en plus, on a des points communs aujourd'hui en tant que véritable homme de droite attaché à la tradition. Moi, je me sens beaucoup plus de points communs avec un musulman modéré, patriote français, qu'avec un gauchiste blanc français. Voilà. Le musulman modéré, il aura de certaines valeurs auxquelles moi je me sens proche. Le respect de la famille, Ouais. une sorte de patriarcat, le, la croyance en quelque chose de supérieur, c'est-à-dire en Dieu. Voilà. Ils ont des valeurs euh, et moi je me sens plus proche aujourd'hui d'un musulman français patriote que d'un gauchiste qui va dire à mes enfants qu'il faut s'habiller en gonzesse le vendredi. D'accord. Tu as dit soralien. Ça veut dire quoi, soralien? Pour ceux qui ne connaissent pas, comment tu peux définir l'idéologie être soralien? Ah ben, c'est pas dur. Pour moi, c'est être socialement de gauche, c'est-à-dire que la politique doit servir les intérêts de la plus grande partie du peuple et moralement de droite. Voilà. Gauche des valeurs, gauche du travail, droite des valeurs. Voilà. C'est ça être soranien.
D'accord. Pour moi, Et c'est ça. bon, tu as dit que Et c'est pas baisser son froc devant les musulmans, etc. Ça n'empêche pas de dire bah, qu'il faut mettre un holà à l'immigration, qu'il faut être strict, qu'il faut de la discipline et qu'il faut que les mecs aillent en prison quand ils ont déconné. Voilà, il ne s'agit pas d'être laxiste, mais il faut prendre les réalités de la société française telle qu'on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des millions de musulmans et quand des mecs tapent jour et nuit sur les musulmans de manière indifférenciée, ça va pas, ça marche pas. C'est politiquement pas fonctionnel. Moi, quand je vais au stade, de temps en temps, je vais au stade à Reims. Je suis originaire de Reims. Qu'est-ce que je vois au stade? Je vois des blancs français avec des mecs d'origine du Maghreb qui sont copains, qui vibrent pour la même équipe, qui vont sortir après boire un coup ensemble. Et ce mec-là, ce blanc-là, tu vas lui dire que ton pote Mohamed, c'est un salaud, etc. Non, c'est des copains. Hmm. Donc, c'est pas fonctionnel leur truc. Déjà, Ouais, ils bien vont sûr. jamais remigrer des. Voilà, c'est pas fonctionnel. Donc, la politique, quand on fait de la politique, il faut partir sur des réalités, sur des réalités. Voilà. Aujourd'hui, la réalité de la France d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des millions de musulmans. Eh ben, il faut sortir par le haut. Ça peut être un D'accord. avantage Ok, d'un point de bon. vue de la tradition, d'un point de vue de certaines valeurs. Les musulmans véhiculent certaines valeurs qui sont proches des nôtres. Nous, vrais mecs de droite français. Voilà. D'accord. Bon, quand ça a du sens, en tout cas, on est d'accord sur tout ce qui est foot, sport, tout ça, tout à fait. Maintenant, quand tu dis gauche au niveau économique et droite des valeurs sociétales, ça me fait penser au RN, parce que la critique de reconquête du RN, c'est justement en disant que eux, ils sont économiquement de gauche et qu'au niveau de l'islam, ils ont reculé. Donc, ils disent que l'islam est compatible avec la France. Donc, j'ai l'impression que c'est ce que tu dis aussi. Donc, ton discours me semble compatible avec le RN. Alors, qu'est-ce qui te Alors, différencie de nos jours? si tu définis le discours du RN comme ça, oui, je suis tout à fait d'accord. Par contre, ce qui m'a éloigné du RN, c'est le fait que sur l'Europe, ils se sont totalement plantés. Ils ont totalement renié. Ah, d'accord, ok, Pour moi, ouais. il faut sortir. Pour moi, il faut sortir de l'Union européenne. C'est pour ça que, pour moi, il est hors de question que je vote. Ils sont pour le maintien de la France dans l'Europe, dans l'Union européenne. Ils veulent soi-disant changer l'Europe. Tout le monde veut changer l'Europe, mais c'est pas. On peut pas changer l'Europe à 27. C'est pas possible. On peut pas changer les traités fondamentalement. C'est pas possible. Donc, ils mentent aux Français. Ils mentent aux Français. Alors, donc, Ils pourront jamais. toi, tu es pour le FN, le RN d'antan qui voulait sortir de l'Europe et de l'euro. Tout à fait. Et Tu dès ne lors retrouves que plus cela. le RN a tourné le dos au Frexit, pour moi, c'était terminé. D'accord. C'était une trahison, quoi. Alors, donc, maintenant, tu te situes où? Donc, à mon avis, c'est soit Asselineau, soit Philippot. Donc, moi, c'est Asselineau. Asselineau, j'ai rien contre Philippot, j'ai eu ma carte au Patriote. Mais après, j'ai essayé de donner un coup de main, mais ça manquait personnellement, je trouve que ça manquait de professionnalisme. Philippot, j'adhère à son discours, mais bon, ces vidéos qui fait ça et qui fait dans sa cuisine avec deux, trois mecs derrière, euh, il y a, il y a rien derrière. Après, attention, je critique pas le mec. Il faut savoir monter un réseau, il faut savoir monter un parti politique. Ça se fait pas comme ça, quoi. Il faut savoir que Asselineau, lui, ça fait 15 ans, voire 17 ans, qu'il est sur la brèche, quoi. Donc, moi, je donne la prime à Asselineau parce que déjà, il y a l'intériorité, des idées. C'est lui qui porte depuis le début l'idée du Frexit. C'est un mec aussi qui est intéressant parce qu'il s'est rassemblé à droite et à gauche. Il y a des types de gauche qui sont chez lui. Et moi, je rejette pas. Pardon. Moi, je rejette pas je rejette pas les types de gauche parce qu'ils sont de gauche, quoi. Si c'est des mecs de la gauche sociale, je me sens tout à fait proche d'eux. Et donc, ce qui est intéressant chez Asselineau aussi, c'est sa capacité à rassembler à droite et à gauche. En fait, son parti, il est ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, on peut pas le cataloguer, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et puis, bon, par rapport à son expérience, ce qui est intéressant chez Asselineau, c'est que il a de la bouteille, il connaît pas mal de monde, donc il sait réseauter, quoi. Il a fait venir à lui des guénos. Je pense qu'à un moment donné, quand il va péter le plafond de verre, il y a des gens qui risquent des anciens LR, qui sont restés des patriotes français, qui risquent de le rejoindre, quoi. Ah, c'est Euh, intéressant, c'est à drôle ce que partir, tu dis.
Parce que j'ai beaucoup d'anciens RN Reconquête qui me disent la même chose. Asselineau, ça me surprend d'ailleurs parce que je ne m'y attendais pas. Là, j'ai l'impression que tu as exactement le même discours que Sylvano qui est à Taïwan, qui me disait aussi que Asselineau fait un peu plus pro parce que Filippo, il est très bien, mais il passe un peu plus comme un agitateur. Il est bien sur le terrain, il est un peu provocateur, il fait pas mal de vidéos, etc. Mais par contre, Asselineau, il a l'air plus pro, il a plus d'expérience. C'est un haut fonctionnaire, etc., etc. Donc, il a l'air plus, c'est un expert dans son domaine. C'est ça que tu veux dire? Tu as le même discours, je crois. C'est pas qu'il c'est pas qu'il a l'air, c'est que c'est un fait. C'est un Mhm. fait. Il est expert, quoi. D'accord, Puis très moi, bien. j'adhère totalement à tout ce qu'il dit. Voilà. Sur l'immigration, il a un discours qui me plaît, c'est-à-dire il part des réalités dont on parlait tout à l'heure. Non, non, Asselineau, il a un discours très intéressant. Et puis aussi, Asselineau, c'est lui qui est censuré dans les médias, donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, Ça veut dire que il est identifié comme le réel danger. donc Alors que tu dirais qu'il y a. Philippot, il fait pas très peur, Philippot. Je dis pas qu'il fait partie de l'opposition contrôlée, hein, mais je pense que le système n'identifiait pas comme un danger potentiel. Par contre, Asselineau, aujourd'hui, je trouve qu'il a vachement aiguisé son discours. Quand il intervient, quand il a la chance maintenant d'intervenir quelques minutes par semaine, parce qu'ils sont bien obligés de, de le faire parler, de l'interviewer dans les médias, je trouve qu'il est très performant. Il est très performant. D'accord. Et je Quand pense je qu'on t'écoute, risque d'avoir une bonne surprise le 9 ok. juin. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu dis un petit peu que, en caricaturant, que Filippo, il passe un peu pour un clown, alors que Asselineau, il fait peur. Parce que c'est une menace pour le système. Non, je vais pas dire, non, faut pas dire clown, non, parce que j'ai du respect pour D'accord. ce que fait Florian Philippot, faut pas dire ça. Mais je pense qu'il faut, c'est moins pro et je pense que le système a beaucoup moins peur de Philippot d'Asselineau. Philippot, le problème de Philippot, le problème principal de Philippot, c'est pas que le manque d'expérience. Le problème principal de Philippot, c'est qu'il est allé au RN, qu'il était au FN, quoi. Donc aujourd'hui, il est incapable de rallier les mecs de gauche. Les patriotes de gauche véritables, ils auront toujours des freins à rallier Philippot. Tandis que Asselineau, il n'a il jamais y été a au RN. énormément de. Pardon. Asselineau n'a jamais été au RN. D'accord. Asselineau, c'est un mec de la droite classique. Il est au RPR, c'est un mec de la droite classique. Donc D'accord. on peut pas Potentiellement plus assimiler. rassembleur. Il est potentiellement beaucoup plus rassembleur, quoi. Et moi, je crois pas à l'union des droites. Je crois pas du tout à l'union des droites. Parce que l'union des droites avec le RN qui nous a trahi, qui a trahi enfin, Marine Le Pen qui a trahi son père, mais qui a trahi les électeurs surtout sur le Brexit. L'union des droites avec les LR aujourd'hui, qui sont européistes à mort, l'union des droites avec Zemmour, avec Reconquête, qui ne s'est parlé que matin, midi et soir du problème musulman, alors qu'il y a bien d'autres problèmes, et ils ont été nuls sur la question ukrainienne. Le RN, pareil, nul sur la question ukrainienne. Donc, l'union des droites, j'y crois pas une seule seconde. Moi, ce qu'il faut faire, c'est l'union des patriotes de droite et de gauche. Et Asselineau, il est exactement dans ce truc-là, quoi. C'est droite des valeurs, gauche du travail. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de Kuzmanovic? Très bien. Alors là, tout à fait, très très bien. Le mec qui vient de la gauche, mais qui a eu un discours euh, très courageux, venant de la gauche sur le problème de l'immigration. Non, non, impeccable. J'ai rien à dire. Tu vois, c'est vraiment typiquement le type. Si tu veux, c'est le miroir inversé d'Asselineau, mais côté gauche. Asselineau venant de la gauche et Kuzmanovic venant de la droite. Enfin, inversement, quoi. Inversement. D'accord. Et donc, Peut-être que le problème de Kuzmanovic, dans mon raisonnement, c'est qu'il vient de l'extrême gauche. Et donc, des types un peu droitards auront peut-être du mal de par son parcours. Mais très honnêtement, non, non, quand on est objectif, un mec très bien, je pense. ok. Et à part le Très fait qu'ils intéressant. viennent, à part le fait qu'ils viennent de LFI, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que tu choisis, tu penches plus pour Asselineau, enfin que tu choisis Asselineau plutôt que Bah Kuzma? écoute, bah déjà, encore une fois, l'antériorité des idées. Et puis, pourquoi pas Kuzmanovic? Moi, je viens de la droite, hein, donc je suis plutôt attiré par un mec de droite. Euh, et il est beaucoup moins visible, hein, Kuzmanovic. Il est beaucoup moins visible sur les médias. Donc, non, moi, typiquement, Kuzmanovic devrait rallier Asselineau.
Ouais, d'accord. Ça ferait beaucoup de bien à la cause nationale. Ok. Et tu dis que tu viens de la droite. Tu viens, on sait que tu viens du FN, du RN. Est-ce que tu as fait d'autres partis avant cela ou après? Alors moi, je suis fils d'ouvrier. Donc, j'ai ma jeunesse, mon adolescence, j'étais plutôt communiste. Mon père était communiste, j'étais communiste. Après, quand j'ai commencé à bosser, etc., donc j'ai voté RPR, Chirac. Donc, Ah, c'était en tu as été au 2002. R P R quand même. Ouais. Non, Quand non, tu as commencé. j'ai jamais eu ma carte, j'ai jamais eu ma carte EFM, mais Tu as j'ai voté, voté tu à droite. votais. Oui, tu étais Assez, assez tôt. sympathisant. Tu étais sympathisant du Ouais. RPR. Mais quand j'étais gamin, comme mes parents sont ouvriers, on était naturellement de gauche dans la famille. Mais de la gauche sociale, la vraie gauche, quoi. Voilà, pas de la gauche sociétale, la vraie gauche sociale. Donc, Oui. naturellement, j'étais plutôt porté à gauche. Et après, très vite, quand j'ai commencé à bosser, j'ai voté à droite, la droite républicaine. Et puis, assez rapidement, ensuite, pour le FN. Qu'est-ce qui a changé quand tu as commencé à travailler? Pourquoi tu as voté à droite? Parce que, ah, on t'a perdu. Ok, alors j'étais en train de te demander qu'est-ce qui a fait que tu étais de gauche et que quand tu as commencé à travailler, tu es devenu électeur RPR. C'est quoi ta pensée? C'est parce que tu commences à travailler, tu as un pouvoir d'achat plus élevé et donc tu voulais payer moins d'impôts, tu vois les choses différemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors non, c'est certainement pas des questions d'impôts, etc. À vrai dire, c'est assez loin, donc je ne saurais pas te répondre comme ça. Et c'est certainement pas pour payer moins d'impôts Hmm. que je me suis mis à voter à droite. Parce que L'influence, peut-être l'influence des collègues de travail, tes nouveaux amis. non, je pense que simplement, moi, je suis honnête intellectuellement, donc je trouvais que le discours, probablement, le discours économique était plus réaliste. C'était celui de qui? Donc C'était c'est ça. de Chirac ou Sarkozy ou autre? À, Avant à ça. l'époque, c'était Chirac, hein. À l'époque, c'était Chirac. Je D'accord. pense que économiquement, alors on parle de la droite, enfin du discours, enfin du capitalisme qu'on oppose au communisme, tu vois. D'accord. Donc c'était plutôt ça. C'est-à-dire que pour moi, je suis un, je suis plutôt un capitaliste plutôt qu'un communiste finalement, Mais tu, d'un point de vue économique. mais tu viens d'une famille communiste et tu as dit tout à l'heure que tes parents étaient communistes et toi aussi à la base. Ouais, non, non, tout à fait. Non, mais après, quand on réfléchit d'un point de vue Bon du sens. Mm. système économique, quand y réfléchit un peu, bon, bah, voilà, on vit dans une société où il faut donner la prime à l'entrepreneur, D'accord. Ok. il faut de la liberté économique, etc. C'est un discours qui m'a semblé très rapidement plus réaliste que le discours communiste avec 100% d'État, quoi. Ok, logique. Donc, c'est Et ensuite, certainement pour ça que j'ai voté à gauche, à droite très rapidement. d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de voter RN, FN, RN? Ben, je pense que Soral il a été pour beaucoup. Et si tu veux, j'ai à peu près le même parcours idéologique que lui, puisqu'il était plutôt aussi à gauche quand il était jeune. Euh, et donc, pourquoi le FN? La personnalité de Jean-Marie Le Pen. Il a dit des choses très très vraies, très tôt sur l'ultralibéralisme, les dangers du mondialisme. Il a des discours qui sont très importants au début des années 2000, déjà très d'actualité aujourd'hui, hein. Vous replongez sur les discours de Jean-Marie Le Pen sur le mondialisme. Euh, voilà, tout était déjà dit dans les années 2000. Donc, contre l'Union européenne, contre le mondialisme. Voilà, très tôt, j'ai voté le Front National parce que lui, Jean-Marie Le Pen, il avait un vrai discours anti-mondialiste. Et je me suis assez rendu compte que tu sais, à droite, ils ont tous trahi, même Séguin a trahi. On l'apprend là, il y a pas longtemps, quand ils ont perdu en 97 ou 98 les élections à Maastricht, ils ont sabré le champagne. Enfin, pourtant, ils avaient fait campagne euh, pour le non à Maastricht. Mais pour eux, après, c'était des opportunités personnelles. Après, c'est ça quand Asselineau il explique sa relation à Pasqua, euh, il y a quelque chose de malsain dans la droite classique. Il y a, voilà, il y Du a de la trahison. carriérisme, ce sont tous des. Du,
Du Voilà. carriérisme, tout à fait. Comme aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, comme aujourd'hui, les mecs qui sont passés du LR au RN par carriérisme, parce qu'ils sentent que le RN a le vent en poupe. Et voilà, soupe. Donc, les mecs, ils vont à la soupe, bien sûr. Pour moi, c'est ça le véritable problème. Donc, lui, Jean-Marie Le Pen, il y a le débat, est-ce qu'il voulait prendre le pouvoir, pas prendre le pouvoir, etc. Non, mais il avait un discours qui était cohérent, qui était cohérent et voilà, et qui me plaisait. Et en fait, j'ai aussi un sentiment de justice. Je suis enfin, je suis animé par un sentiment de justice. Quand on voit tous les médias qui lui tapaient sur la gueule, j'avais envie de le défendre, tu vois. Alors que c'était pas juste. Le type, il est tout sauf un raciste. Voilà, quand on se penche un petit peu sur ce qu'il a fait en Algérie, son passé, etc., c'est tout sauf un raciste. C'est un mec hyper humain. Quand on connaît, moi je le connais pas personnellement, mais si tu veux, je connais des gens qui le connaissent personnellement, qui m'ont raconté un petit peu ce qu'il était vraiment. C'est un mec très fidèle dans les métiers. Voilà, c'est vraiment un bon mec, quoi. Et Ok, voilà, c'est pour ça très que je bien. suis Bon. passé. Puis sur le discours contre l'immigration, quoi. Hein. Tu vois bien, les républicains, ils sont très ambigus sur l'immigration. Le RN, il est devenu ambigu aussi. Mélanie, tu vois, pour moi, la Marine Le Pen, c'est la Mélanie de demain. Elle reniera tout. On peut pas faire confiance à ces gens-là. Quoi. Ok. Voilà. Donc, Bon. il faut des discours. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse pas, c'est le billard. C'est pas, ça m'intéresse pas le billard à trois bandes. Oui, mais il faut pas dire on va faire le Frexit parce que sinon les Français vont pas voter pour. Non, il faut dire la vérité aux Français. Il y a que la vérité qui paye sur le long terme. Le Pen disait la vérité dans les années 2000. Donc, à un moment donné, je suis allé vers Le Pen. Aujourd'hui, c'est Asselineau qui dit la vérité. Là, il dit oui, ce sera pas simple. Il faut sortir la France, ça paraît gros, mais il faut sortir la France de ce carcan européen là. Il le fait pas pour des raisons électorales, il le fait parce qu'il y a de la conviction derrière. Et moi, je suis pour. Il faut arrêter de faire du calcul politique. Oui, mais il fait que 1%, etc. Bah, voilà. Non, il faut voter pour ses convictions. Ça sert à ça le vote. Quoi. Et moi, je crois que c'est le meilleur homme pour porter le discours du Frexit. Donc c'est pour lui qu'il faut voter. Le RN, ils portent pas le Frexit. Ils sont ambigus. Oui, on y était pour, mais il faut changer l'Europe. Non, il faut être sans ambiguïté. Quoi. Il y a que le discours de vérité qui paiera sur le long terme. Voilà. D'accord. Alors, on a compris pourquoi tu soutiens Asselineau. Maintenant, comment tu vois l'avenir en termes d'objectifs? Est-ce que tu souhaites qu'Asselineau soit élu, fasse 5%, ou est-ce que tu penses que s'il fait 3%, tu es déjà content? Et ensuite, imaginons qu'il soit élu, est-ce que tu veux qu'il devienne président, ou est-ce que tu penses plutôt que c'est quelqu'un qui va, bon, il n'a pas la carrière pour être président, mais il peut influencer le vote, il peut influencer le programme du RN. Donc, idéalement, Asselineau, député européen qui va aider à Marine Le Pen à changer son programme présidentiel, ça pourrait marcher. Comment tu vois les choses? Parce que là, ce que je viens de te dire, c'est un petit peu ce que tu disais, Sylvain, à Taïwan. Est-ce que tu es d'accord, plutôt d'accord, pas trop d'accord? Comment tu le vois? Donc, bah, je lui souhaite le meilleur, quoi. C'est-à-dire passer la barre des 5%. Objectivement, ce sera difficile, mais les 3% sont atteignables. Et pourquoi ils sont importants, les 3%? Même s'il n'y a pas d'élu euh, UPR le 9 juin, s'il ne passe pas la barre des 5%, les 3%, c'est important parce qu'il sera remboursé de ses frais. Et c'est-à-dire que d'un seul coup, d'un point de vue budgétaire, euh, ce qu'il aura récupéré, il a pratiquement récupéré 1 million d'euros là. Ce qu'il aura récupéré, c'est de l'argent qui va pouvoir être réinvesti pour les prochaines élections. Et donc voilà, donc c'est important. Les 3% seront très importants. Ce sera une victoire les 3% s'il les atteint. Donc après, président, oui. Pourquoi il n'aurait pas les capacités? Quand on voit ce qu'on a comme président aujourd'hui, on mettrait un singe, on aurait des meilleurs résultats, quoi. Donc, non, non, Asselineau, président, évidemment qu'il en a la carrure et la capacité. Est-ce que quand tu regardes Vladimir Poutine, est-ce que de prime abord, tu penses que c'est un mec qui a un aura, qui dit, waouh, non, c'est un mec tout calme, qui parle tout doucement. Voilà, c'est pas un mec qui va faire des exploits. Je pense pas que ce soit un très grand rhéteur. Il a les capacités de le faire. La preuve. Hein. Moi, le chef que j'ai suivi pour venir en Slovaquie, c'était un petit mec qui avait une petite moustache, avec des pantalons toujours trop courts, qui ressemblait pratiquement à rien, qui parlait tout doucement. Mais c'était un vrai chef.
Il n'y avait pas besoin d'avoir les épaules super larges, de ressembler à quelque chose. Le D'avoir de mec, la gueule. le mec, il n'avait pas une grande gueule, mais quand il parlait, à chaque fois, il était hyper pertinent. Et donc, tu pouvais avoir 50 bonhommes, 100 bonhommes, 150 bonhommes quand on était en réunion. Quand Robert parlait, tout le monde se taisait. Il parlait tout doucement, tout le monde se taisait. Parce que quand il disait quelque chose, ben voilà, il y a quelque chose se passait, quoi. C'était, c'était bien dit, c'était pertinent, c'était nickel ce qu'il disait, quoi. Et donc, il n'y a pas besoin des mecs qui parlent de la carrure de Asselineau, etc. C'est n'importe quoi. Asselineau, c'est sa compétence. Je suis persuadé que si tu le mets au poste de président, déjà, il saura s'entourer, il saura chercher les bons profils, les mettre au bon endroit. Euh, voilà, il a D'accord. Donc, totalement les capacités, oui. Mais c'est pas pour demain. Je te parle de ça. La politique, moi, j'espère pas en sortir pour 2027. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. bon, Je après, il n'est pense pas qu'il tout faut. jeune non plus. Il est pas tout jeune, donc voir Asselineau président, il sera jamais président puisque je pense que. Mais c'est un travail de fond. Attention, la D'accord. politique, c'est pas des résultats tout de suite demain, quoi. Voilà, c'est un travail de fond. C'est pour ça qu'il faut le soutenir parce qu'on travaille pour demain. Si on arrive à obtenir 3%, c'est important parce que demain, ça nous apportera. C'est une étape supplémentaire, si tu veux. Il faut franchir les étapes au fur et à mesure. Euh, voilà, quoi. D'accord, donc je résume, tu n'es pas sensible à la communication politique, à tout ce qui est sur la forme de nos jours, parce que c'est très com, et donc tu mises plus sur le fond, sur le sérieux des programmes, sur le discours de fond. Tu mises un petit peu sur l'intelligence des Français pour ouvrir les yeux, et tu mises sur le long terme, donc faire 3%, être remboursé. Et en fait, c'est la ligne d'Asselineau que tu défends, même si lui, il ne devient jamais président, mais c'est ceux qui vont suivre par la suite, c'est ça, si j'ai bien compris? Bien sûr. Bien sûr. Faut D'accord. pas se leurrer. En 2027, on aura un Macron bis. On va avoir Ok, un ouais. Édouard Philippe, etc. Ouais, Mais malheureusement, je pense aussi. Ouais. il faut avoir conscience de ça. Mais la politique, c'est travailler sur le long terme. Et il faut pas être déçu. C'est comme ça. On est peut-être une génération où on verra pas le fruit de notre travail. Mais il faut en avoir conscience. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas travailler. Ouais, Il faut qu'on c'est dur de dire travaille. ça, mais c'est Mais c'est comme réel. ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Il faut bosser. Il faut bosser. Il faut créer comme tu le fais très bien, tu réseautes. C'est bien ce que tu fais. Je vois que tu es vachement actif. Tu réseautes. Tu mets les gens en contact les uns avec les autres. C'est très bien ce que tu fais. Ça, c'est du travail à long terme. Mais on n'aura pas les fruits de ce travail-là demain. Et à la limite, et quand tu parles de cette optique-là, eh ben, tu es libéré d'un poids, tu vois ce que je veux dire. Tu dis, j'avance. T'es pas lié à un résultat que tu voudrais absolument voir dans 2 ans. Et tu seras pas déçu. Ce qu'il faut voir, c'est les signaux faibles. Notre discours, il avance. La bataille idéologique, on l'a déjà gagnée. Quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis avec le phénomène Trump, euh, il y a un retour des valeurs traditionnelles, d'une manière ou d'une autre. Le fonctionnement de l'Union européenne est de plus en plus contesté. Les peuples doutent, même les peuples qui ont bénéficié, comme le peuple slovaque, les peuples qui ont bénéficié de l'Union européenne, de la manne financière de l'Union européenne, les mecs doutent. Parce que quand on vient, je t'ai parlé de la Slovaquie de Bratislava, mais tu as la Slovaquie des champs. C'est 90% des Slovaques qui disent On passe putain, laisser faire. l'Europe quand même, c'est quand même bizarre leur truc là, avec le LGBT. Et puis nous envoyer en guerre contre la Russie, mais ils sont fous là. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs se posent des questions. On est en train de gagner la bataille idéologique. C'est indéniable. Il faut simplement célébrer ces petites victoires-là. Parce que demain, on le verra peut-être pas nous, mais demain on gagnera, c'est sûr. D'accord, ouais, ça a totalement du sens. Avant, investir sur l'avenir pour nos enfants, et en tout cas, Et c'est pour ça qu'il faut voter pour ses convictions. Parce qu'on ouais, investit pour le futur, pour nos enfants. Faut pas faire du billard à trois bandes, voter RN à court terme parce qu'elle a d'accord. le vent en poupe. Non, non, non. Non, non. Non, il faut voter vraiment pour ses convictions. Alors, Voilà. avancer Et dans tous les cas, sans, avancer dans le droit chemin et voir les petits progrès, mais continuer, persévérer dans le droit chemin. on avance nos pions, voilà, au fur et à D'accord. mesure, et il y aura pas de victoire par KO en 2 ans, quoi, Ok, ouais, de c'est très l'UPR. intéressant. Mais s'il fait 3%, il aura déjà multiplié par 3 et il aura multiplié par 10 ses premiers résultats, quoi. Donc c'est énorme. Donc la victoire, elle sera là, quoi.
Ok. Bon, très bien. En tout cas, je suis content de cet échange. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que tu as sur le cœur, sur notre sujet, boxe? Ben, en fait, tu t'adresses aux Français qui veulent s'expatrier, aux jeunes Français qui veulent s'expatrier. Et je te parlais un petit peu tout à l'heure de la contingence matérielle. Il faut que les mecs, avant de s'expatrier, euh, il faut que c'est du sens d'un point de vue matériel parce qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche, quoi. Donc, il faut qu'ils aient préparé leur expatriation matériellement, un job ou des économies qui leur permettent de vivre dans un pays, le pays qu'ils visent, qui leur permettent de vivre 2, 3, 4 mois. Tu vois ce que je veux dire? Ça se prépare. C'est pas du jour au lendemain. Hmm. Et à partir du moment où tu as vraiment envie de le faire, pourquoi pas, quoi. Mais je connais peu de vrais expatriés. Moi, le mec qui part pour un grand groupe, euh, je sais pas, pour Vinci, qui va en Oui, ils Slovaquie, sont en qui va train en de Pologne, disparaître. etc., pour moi, c'est pas un expat. Non, mais pour moi, c'est pas un expatrié. Le mec, il a des conditions matérielles qui n'ont rien à voir avec les conditions du pays dans lequel il est envoyé, quoi. Il a une voiture de fonction, on lui paye l'école pour les gosses, on lui paye la maison. Si tu veux, il est détaché, mais il vit quelque part toujours à la française. Le vrai mec expatrié, c'est le type qui, qui part comme ça, je dirais, l'habit des couteaux à la Qui se main, quoi. Tu vois démerde ce et que je qui veux dire? connaît les problématiques de Qui la se vie démerde. locale. Et je voudrais faire à ce titre-là donc de la pub pour mon pote Alain, qui aide les expatriés, enfin les gens qui veulent s'expatrier en Amérique du Sud. Donc allez voir son site ou donc il a un site, il a une chaîne YouTube, ça s'appelle Rexpat, facile à retenir, Rexpat. Donc je lui fais un peu de pub. Et donc allez sur Expat et il donne d'excellents conseils pour l'expatriation en Amérique du Sud. Il connaît très bien, il y est depuis plusieurs mois. Il explore en long, en large et en travers. Et sur chaque pays, il a déjà fait une sorte de, je dirais, d'état des lieux en disant, ben voilà, les avantages, les inconvénients de ce pays-là. Donc, c'est un mec qui est issu aussi de la droite nationale, un mec très cultivé, un mec très bien, et qui donne d'excellents conseils, qui peut aider beaucoup de gens qui veulent s'expatrier en Amérique du Sud, par exemple. Donc, je lui fais de la pub et je t'engage, si tu veux, à le rencontrer. Enfin, je vous mets en contact pour que tu puisses faire Oui, le même type d'interview. Euh, voilà, ça peut aider, si ça peut aider les jeunes à s'expatrier, pourquoi pas, quoi. bah, avec plaisir. Euh, Rex, Pat, Alain, Alain comment? Bon, tu me diras. ouais, je te dirais, ouais, ouais. Ouais, bah, avec plaisir. Rexpat, hein. Donc, sur YouTube, il a une chaîne YouTube. Il a aussi un site internet qui s'appelle Rexpat. Vous le trouverez, hein. Il est sur les réseaux sociaux, vous le trouverez, quoi. Ok, super. Ben, donc ça m'intéresse. Amérique du Sud, comme tout, comme n'importe quel endroit de le monde, tout ce qui concerne l'expatriation et la France qui se développe dans le monde, en tout cas ce qui reste de la France, ça m'intéresse. Ben, merci beaucoup. C'est important de cultiver ça, les réseaux en dehors de la France, parce que c'est peut-être nous finalement qui un jour serons amenés à revenir en France et à reconstruire la France de demain, quoi. Tout à fait. Peut-être. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses? Moi, je Parce dis que, souvent, comment? parce que c'est pareil, tous les mecs qui disent oui, mais la France, qu'est-ce qu'elle ferait sans l'Europe, etc. Comme dit Asselineau, oui, mais quel est le danger de rester dans l'Europe, première chose. Et la France, avec tous les atouts qu'elle a, si elle était en dehors de l'Europe, c'est c'est là, en France, qu'il faudrait retourner. Parce qu'il y a tellement de choses à reconstruire. Mais pour moi, moi, j'abandonne mon business tout de Et tu suite rentres en et France. je repars en France, je rentre en France et j'aide à la reconstruction. Et il y aura des opportunités professionnelles beaucoup plus importantes que ce que j'ai là. Avec le potentiel qu'a la France, en vrai, encore aujourd'hui, la francophonie, les territoires d'outre-mer, Hmm. il faut tout réindustrialiser. On a encore des bases solides d'industrialisation, on a des mecs bien formés, ils sont encore là. On peut faire des trucs formidables. On peut faire des trucs formidables. À condition qu'on fasse le Frexit, c'est ça? À condition qu'on fasse le Frexit et puis qu'on retrouve notre souveraineté et notre indépendance enfin, d'un point de vue géopolitique. Ok, très. Il y aura Moi, peut-être, ce serait peut-être pas facile, mais c'est justement si on disait aux Français, ce sera pas facile, mais demain, vous construisez un avenir meilleur pour vos enfants. Ils signent tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire de démagogie. Le Français, il signe tout de suite. Il faut avoir un discours de vérité. Il faut leur dire, il y aura peut-être du sang et des larmes, ce sera peut-être compliqué, mais demain,
il y a énormément de choses à faire pour reconstruire le pays. Et c'est, moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, si demain, un mec comme Asselineau, ben, ça arrivera pas demain, mais peut-être après-demain, venait au pouvoir et qu'il y a tout à reconstruire, je prends mes clics et mes claques, et puis on part sur des gros projets industriels en France. Ben, c'est clair et net et précis, hein. Il y a un potentiel monstrueux, on se rend pas compte, mais voilà. Et il faut pas laisser Macron tout détruire. Voilà. Bon, super, ça vend du rêve ce que tu me dis. J'ai presque envie de voter Asselineau. Bon, en toute franchise, comme je l'ai dit, je suis plus pour Marion Maréchal parce que je m'identifie plus dans son discours. Mais en tout cas, ça me fait réfléchir. Ok. En tout Je cas, t'en prie. ça me fait penser à quelque chose. Je dis souvent imaginons qu'on n'arrive pas à avoir le Frexit, qu'on n'arrive jamais, ou alors qu'on arrive mais dans très longtemps. En attendant, moi je dis qu'on se concentre sur la création, le développement d'une diaspora française. Je dis que Absolument. la France, elle devient un petit peu comme le Liban ou Israël, c'est-à-dire qu'il y a des Français qui vivent un peu partout dans le monde, qui naissent à l'étranger, qui ont une identité française, mais qui ne vivent pas en France, qui n'ont peut-être jamais connu la France, mais ils se sentent français. Donc, la France devient de plus en plus un peuple diasporique. Tu es d'accord avec moi? Ah, mais je suis absolument d'accord avec toi. Alors, sauf qu'on est moins doué pour ça, à mon avis. Il y a du travail, hein. Il y a du Ouais. travail. Pour nous réconcilier, enfin, pour nous mettre, mais c'est ton travail. Et c'est aussi l'idée qu'a le fameux Alain de Rexpat. C'est aussi son idée. Ah, Il ben a pas mal parfait. de contacts, pas mal de connexions. Donc, je t'engage vraiment à prendre contact avec lui. Et c'est aussi son idée, c'est-à-dire recréer une communauté française à l'étranger, pour l'instant. Et faire vivre, si tu veux, l'idée française à l'étranger, quoi. Le rayonnement de la France, le faire vivre à travers nous à l'étranger. D'accord, tout à fait. En ayant des comportements respectables pour être respecté. Tu vois ce que je veux dire? Pas partir en expat pour aller Ouais, tirer pas des pour putes en Roumanie. Tu s'imposer vois ce que je veux dire? partout. Voilà, tout comme je suis à Hong Kong, je ne Non, suis pas, mais je suis pas en voilà, train pas d'imposer aux Chinois de manger du saucisson tous les jours. absolument. Voilà, donc je m'adapte. En respectant les peuples qui nous accueillent. Et c'est-à-dire, ça passe, par exemple, pas partir en Roumanie pour faire du tourisme sexuel ou en Thaïlande. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ok, tout à fait. Ben, donc, c'est tout à fait l'objet du CFI. Donc, j'en parle aussi. J'en profite pour parler de ceci, le Club France International. Donc, j'invite tous les patriotes du monde entier à contribuer au développement de cette diaspora française, y compris toi, Sébastien, et notre ami Alain, que j'espère rencontrer très bientôt en Amérique du Sud. Je vous mettrai en relation et tu verras, c'est un mec très intéressant et il a beaucoup de choses à apporter à la communauté française expatriée. Parfait. Ben, merci beaucoup, Sébastien, Je te remercie, c'est moi. et j'espère À à très bientôt. bientôt. Ciao, À ciao. très bientôt. Salut.